Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. Ce qu'il faut retenir de l'actualité. Examen de passage réussi pour le Burkina devant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Hier à Genève, le pays des hommes intègres a été félicité pour la promotion et le respect des droits de l'homme. Le ministre de la Justice, René Bagoro, a conduit le grand oral. Donald Trump avance de quelques jours l'annonce de sa décision de quitter ou non l'accord sur le nucléaire iranien. Un suspense que de nombreux observateurs qualifient de faux événement car le président américain a plusieurs fois montré son hostilité à cet accord. Cela dit, examen de passage réussi pour le Burkina devant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Lors de la 30e session tenue hier au Palais des Nations à Genève, la communauté internationale a reconnu et salué les efforts du pays en matière de promotion et de respect des droits de l'homme. La session était consacrée au passage du Burkina à l'examen périodique universel EPU. Reportage de nos envoyés spéciaux Alidou Badini, Wendata Nathalie Kaori. L'examen périodique universel auquel se soumet le Burkina Faso commence par la déclaration liminaire du ministre en charge des droits humains. Déclaration qui résume le niveau d'exécution des recommandations faites au Burkina Faso lors de son dernier passage à l'EPU. 165 recommandations avaient été adressées à mon pays, qui en a accepté 138. Pour la mise en œuvre de ces dernières, le gouvernement burkinabé a adopté le plan d'action national 2014-2017, comprenant également les recommandations des organes des traités. Dans le cadre de l'exécution de ce plan d'action, des mesures, notamment politiques, législatives, judiciaires et administratives, ont été engagées. Au 31 décembre 2017, le taux de mise en œuvre des recommandations acceptées de l'EPU se situait à 92%. En effet, seules 3 d'entre elles n'ont pu être entièrement réalisées. Avec 92% de taux de réalisation des recommandations issues du dernier examen, les 85 États présents à cette session ont tous reconnu les performances engrangées par le Burkina Faso en matière de promotion et de respect des droits humains. Des félicitations lui sont adressées, mais également quelques recommandations dans le sens de consolider les acquis. Ce ne sont pas des recommandations en réalité qui nous amènent à partir de rien. Ce sont des recommandations qui tendent souvent à nous demander de renforcer des mesures prises. Et je crois que les questions qui sont revenues régulièrement, c'est notamment la question du mariage forcé ou le mariage précoce, la question de la peine de mort et puis les discriminations à l'égard des femmes. Mais comme ça a été relevé, il y a des efforts qui sont faits, mais nous avons été invités à poursuivre ces efforts. En plus des recommandations, plusieurs États appellent la communauté internationale à soutenir le Burkina Faso dans ses efforts de promotion des droits humains. Et selon le ministre en charge de cette question, le gouvernement burkinabé attend de cette communauté internationale un appui technique et financier pour davantage améliorer la situation des droits humains au pays des hommes intègres. La justice, on en reparle avec la reprise demain du procès du coup d'État manqué de septembre 2015. Une audience qui va s'ouvrir avec de nouveaux conseils pour les prévenus dont les avocats s'étaient déportés la dernière fois. Ces avocats sont commis d'office par les soins du bâtonnier. Plusieurs interrogations se posent alors autour des obligations et des prérogatives de ces avocats choisis pour assister les prévenus. Pour comprendre le rôle de l'avocat commis d'office, nous avons rencontré l'un d'entre eux. Il s'agit de Maître Ibrahim Samuel Gitanga. Reportage Césaire Carfo, Zubaviel David Dabiré. C'est l'image qui a marqué la dernière audience du procès du putsch manqué de 2015. Des avocats de la défense qui jettent l'éponge. Dans le langage des hommes de droit, on dit qu'ils se sont déportés et cela bloque la procédure car en matière criminelle, la présence d'avocats aux côtés des prévenus est obligatoire. Une solution dans ce cas de figure pour permettre la poursuite du procès, les avocats commis d'office. Dans le cas présent, Maître Ibrahim Samuel Gitanga, avocat inscrit au barreau depuis 4 ans, est l'un d'entre eux. Il est désigné par le bâtonnier pour assister 2 prévenus. L'avocat qui n'est pas commis, lui, il est choisi par son client. Ils discutent et ils arrêtent
la convention pour l'assistance de l'intéressé. Or, dans le cadre de la commission d'office, l'avocat est choisi par le bâtonnier, à l'insu même de la personne qui sera assistée. C'est lorsque l'intéressé est désigné, c'est-à-dire l'avocat commis. Une fois que la commission est faite, l'avocat prend maintenant attache avec la personne qu'il est appelé à assister et le bâtonnier lui donne également le fond du dossier concernant la personne qu'il doit assister. Mais cette assistance n'est pas une fin en soi. Même commis d'office, Maître Gitenga dit jouir des mêmes prérogatives que ses confrères choisis par les prévenus. Les règles professionnelles ne changent pas. Que vous soyez commis d'office ou pas, vous êtes tenu aux mêmes obligations. La profession s'exerce conformément à des dispositions qui sont bien claires, qui régissent tant le comportement que la manière de défendre le client. Vous avez les mêmes obligations et aussi les mêmes droits. Donc il n'y a pas d'obligation à rester malgré soi dans un dossier pour simple motif qu'on est commis d'office. Autrement, selon les dispositions légales actuelles, Maître Gitenga pourrait lui aussi se déporter s'il estime que les conditions d'un procès équitable ne sont pas réunies. En plus de ces conditions liées à la procédure, l'auxiliaire de justice peut être récusé par le prévenu si les motivations présentées par ce dernier sont jugées légitimes par le bâtonnier. Concertation à Ouagadougou des commissions de la CEDEAO, de l'UEMOA et des ordonnateurs régionaux de l'Afrique de l'Ouest. Retrouvailles pour préparer une autre rencontre, celle du comité d'orientation stratégique des programmes indicatifs régionaux du 10e et 11e FED. Rendez-vous fixé le 18 juin prochain à Bruxelles en Belgique. Paul-David Bambara, Moumouni Soubega. À quelques jours de la tenue du comité d'orientation stratégique des programmes indicatifs régionaux, 10e et 11e FED à Bruxelles, les ordonnateurs régionaux et nationaux affûtent les armes. Les différentes parties prenantes CEDEAO, UEMOA, Union européenne et ordonnateurs nationaux entendent échanger sur les questions prioritaires pour l'atteinte des objectifs du développement régional. Les autorités de la région, des deux communautés, ont pensé indispensable qu'il fallait des réunions de concertation à chaque fois qu'une grande réunion est en vue avec l'Union européenne. Donc c'est ce qui a fait que les techniciens des deux communautés ont pu se réunir pour d'abord voir, se prononcer sur un rapport qui a été élaboré. C'est quelque chose qui va nous permettre d'atteindre les résultats escomptés, qui va nous permettre d'éviter aussi le gaspillage et de nous assurer qu'il y a la complémentarité entre les actions. L'Union européenne accompagne les États de l'Afrique de l'Ouest à travers plusieurs programmes et il est désormais question d'aller vers une amélioration de la gestion du Fonds européen de développement. L'appui de l'Union européenne à la région ouest africaine s'étend plus d'1 milliard d'euros. Et ce programme indicatif régional, il a 3 axes. Il a un axe de gouvernance, sécurité, bonne gestion. Il a un axe d'appui aux infrastructures, à l'économie, à l'intégration économique. Et puis il a un axe qu'on appelle résilience et ressources naturelles. C'est une rencontre co-organisée par l'UEMOA et la CEDEAO. Elle regroupe 14 pays et vise également à renforcer la coopération entre l'Union européenne et l'Afrique de l'Ouest en vue d'une intégration régionale réussie. Autre rencontre régionale, le 5e forum francophone ouest-africain sur l'agriculture se tient depuis ce matin à Ouagadougou. Les participants viennent de 7 pays africains. Cette biennale de l'ONG ECO vise à former les petits fermiers sur les techniques agricoles développées. La rencontre se penche précisément sur la question de la fabrication de l'engrais liquide bio et de l'engrais solide. Il sera aussi question de la technique de culture du Mugubin. Reportage Issa Kafando, Draman Guinée. Du temple vers les champs. L'ONG chrétienne ECO prêche les bonnes méthodes agricoles. Ce 5e forum francophone ouest-africain de l'ONG américaine se penche sur la problématique de l'agriculture durable.
Il s'agira essentiellement de former les praticiens, les petits fermiers sur des techniques agricoles très simples, très pratiques, très réalistes. Par exemple, nous avons la technique de fabrication du compost en 21 jours. Tout le matériel, c'est des choses disponibles sur place. Ou bien, nous avons la technique, par exemple, de fabrication de l'engrais liquide en 14 jours. C'est des techniques que chaque paysan formé peut pratiquer lui-même parce que la matière première est disponible un peu partout au Burkina Faso. Ce forum international est parrainé par le Larlé Naba Tigré, celui-là même qui vulgarise la culture du Mongbin au Burkina. Il a même une communication à faire sur ce haricot thérapeutique. Le Mongbin est la solution de la lutte contre la faim au Burkina Faso. Et j'ai l'assurance qu'avec le Mongbin, nous pouvons arriver à la fin de la faim dans 5 à 10 ans au maximum. Le Mongbin est une plante résiliente qui s'adapte aux effets du changement climatique, qui donne au minimum 1 tonne à l'hectare, même sans engrais. Et avec les pratiques d'engrais que nous connaissons de éco, je pense que le minimum sera d'1,5 tonne à 5 tonnes par hectare. Après ce forum, l'ONG ECO prévoit former 400 agriculteurs dans 30 villages du Burkina sur les nouvelles techniques agricoles qui seront expérimentées à cette rencontre. Une rencontre dont les participants sont venus du Bénin, de la Guinée, du Mali, du Niger, du Rwanda, des États-Unis d'Amérique et du Burkina. Les acteurs du riz pluvial font de leur côté le bilan de leurs activités de l'année dernière. Un taux d'exécution de plus de 95% donne le sourire aux responsables du projet riz pluvial. Concrètement, plus de 140 000 hectares de terre ont été aménagés et 26 000 mises en valeur au profit des producteurs. Il faut y ajouter la mise à la disposition des riziculteurs de centaines de tonnes de semences de riz et d'engrais. Urbain Sommet, Mounira Kéré. Le projet riz pluvial apprécie ses performances de l'année 2017. Une année qui a enregistré un taux d'exécution physique et financière de plus de 95% avec à son actif divers acquis. C'est plus de 1427 hectares de bas-fonds qui ont été aménagés et portant aujourd'hui à plus de 26 000 hectares de bas-fonds aménagés au total au niveau du Burkina. C'est plus de 70 000 tonnes de riz qui ont été produits également sur ces 26 000 hectares de bas-fonds. C'est plus de 125 000 producteurs et productrices qui sont concernés. Des acquis qui ne doivent cependant pas cacher les difficultés que rencontre le projet. Le Burkina est toujours tributaire des importations du riz et la production locale ne couvre que seulement 1/3 des besoins de consommation de la population. Une situation que le projet entend inverser. Il y a un volet mécanisation agricole qui fait même la nouveauté de la 4e phase du projet pour permettre déjà de faire des gains de productivité. Le rendement ou la productivité agricole est très faible. Le projet en tout cas a voulu apporter sa touche, non seulement pour l'amont de la filière à travers des machines agricoles, mais également l'aval, en ce qui concerne donc la transformation du riz pluvial, mais également aussi des boutiques où on peut vendre le riz et des produits dérivés du riz. Financé par l'État burkinabé et la République de Chine-Taïwan, le projet riz pluvial est créé en 1994 en vue d'accroître la production agro-pastorale. Et cette rencontre vise aussi à porter un regard sur le budget 2018 du projet et discuter autour de son programme d'activité. Les initiatives se multiplient en faveur des jeunes afin qu'ils puissent se former. Le ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l'Insertion professionnelle a procédé hier au lancement d'une session de formation concernant environ 2000 jeunes promoteurs du secteur informel. La formation va se dérouler dans 45 provinces et vise à renforcer les capacités des jeunes promoteurs en gestion financière. Nongba Kouda, Frédéric Etienne Bassenga. Ces jeunes font partie des 1950 entrepreneurs du secteur informel qui vont bénéficier dans les prochains jours d'une formation en éducation financière. C'est une initiative du ministère en charge de la jeunesse qui vise à donner à ces jeunes promoteurs les rudiments nécessaires à la bonne gestion de leur micro-entreprise. Depuis un certain temps, au niveau du ministère, nous organisons ce qu'on appelle la formation en entrepreneuriat qui a toujours concerné au moins 5000 personnes. Cette année, nous avons décidé de faire autrement. Au lieu d'aller chercher des gens nouvellement qui veulent entreprendre, nous avons décidé d'appuyer ceux qui
ont déjà bénéficié des appuis du ministère, soit à travers les fonds de financement ou à travers les partenaires du ministère pour renforcer leurs capacités, parce que nous avons constaté que parmi ceux qui initient, il y a une forte mortalité. Il va s'agir concrètement de renforcer la capacité de ces jeunes promoteurs en gestion comptable et financière, en marketing, en gestion de crédit et en management. Il faut dire que c'est une formation qui va concerner au total 1950 jeunes sur l'ensemble du territoire. Donc toutes les provinces auront des cohortes de jeunes effectivement qui seront formés. Donc ce transfert de compétences là va permettre au CAL effectivement d'assurer la formation au niveau de toutes les localités, donc au niveau des 45 chefs-lieux de province. Les sessions de formation seront organisées dans tous les chefs-lieux de province et vont durer 6 jours. Passé cette étape, des évaluations seront initiées pour mesurer l'impact de cette éducation financière. Mettre fin à tous les trafics, pas seulement commerciaux. L'Organisation mondiale des douanes, l'OMD, s'attaque aussi au trafic illicite des biens culturels. Une rencontre s'est ouverte hier et se penche sur la question autour du thème douane, sécurité et développement, le rôle de la douane dans la protection du patrimoine culturel. Les douanes de l'Afrique de l'Ouest et du Centre vont partager leurs expériences et ouvrir des perspectives d'une future coopération pour venir à bout du fléau. Issa Kafando, Olopoda. Pour l'Organisation mondiale des douanes, le pillage des biens culturels constitue l'une des formes les plus anciennes de délinquance transfrontalière organisée. Il occupe la 3e position au niveau mondial après les trafics des armes et des drogues. Et le lien entre ce trafic et l'insécurité dans le Sahel africain est clairement établi selon ces acteurs de lutte qui se proposent ici d'analyser le phénomène et de dégager des pistes de solutions à cette pratique considérée comme une menace pour l'humanité. En mettant la formation en place, on va donner des informations à nos collègues douaniers afin de distinguer les deux, que le marché légal puisse quand même être établi. Et par contre, on va travailler sûrement sur les flux illégaux. Et c'est pour ça que les experts dans la matière sont très importants. Et la collaboration avec les experts, entre les douaniers et les experts universitaires, le ministère de la Culture, etc., est très important dans ce domaine bien spécifique. Le ministre en charge de la culture est formel. La contrebande des biens culturels amoindrit le patrimoine des communautés. Cette initiative de l'Organisation mondiale de la douane est la bienvenue. Et il était dans l'intérêt du gouvernement du Burkina Faso de manifester son accompagnement auprès des douanes, sans lesquelles, évidemment, ce trafic ne peut que prospérer. Les autorités du Burkina entendent de cette rencontre des actions concrètes à même de contribuer à la lutte contre le trafic illicite des biens culturels. Le monde occidental suspendu aux lèvres de Donald Trump. Le locataire de la Maison-Blanche devrait annoncer dans quelques heures sa décision de rester ou non dans l'accord sur le nucléaire iranien. Un accord qu'il qualifie de pire document jamais signé par les États-Unis. Ce qui fait dire à des observateurs, et ils sont nombreux, que Donald Trump a déjà pris sa décision de quitter cet accord signé en 2015 pendant la présidence de Barack Obama. Donald Trump pourrait décider ce mardi de démanteler l'accord sur le nucléaire iranien. Robert Malley, le président de l'ONG International Crisis Group et ancien négociateur de l'accord, estime que les dés sont déjà jetés. Trump est imprévisible, alors qui sait ce qu'il va décider? Mais dans un certain sens, tout est joué. Qu'il se retire ou qu'il maintienne l'incertitude, les bénéfices que l'Iran espérait sont en train de s'évaporer. Donald Trump a demandé en janvier aux Européens de durcir plusieurs points de l'accord signé en 2015 et notamment d'y inclure le programme de missiles balistiques de Téhéran et son rôle au Moyen-Orient. Même si le président décidait « Ok, je vais donner à l'Europe encore 3 mois pour trouver un meilleur accord », on sait qu'il n'y aura pas de meilleur accord, parce qu'on ne peut pas trouver de meilleur accord de manière unilatérale. La question est de savoir si la partie américaine de l'accord s'achève d'un coup ou si cette mort sera séquencée.
Dans les deux cas, l'Europe porte la responsabilité de convaincre les Iraniens que son offre à l'Iran est suffisante, quelle que soit la décision de Trump. L'Europe doit convaincre l'Iran que son bénéfice dans cet accord est substantiel, de dire « nous allons essayer de vous donner le maximum des bénéfices économiques que vous espérez, mais en même temps, nous allons durcir nos positions sur certains aspects de votre politique ». Je crois que c'est une conversation honnête à avoir avec l'Iran. De leur côté, les Iraniens laissent entendre qu'ils pourraient à leur tour quitter l'accord ou bien y rester si une offre européenne contrebalançait l'absence des États-Unis. Le premier anniversaire de l'arrivée au pouvoir du président français Emmanuel Macron donne l'occasion aux journaux de s'intéresser aux relations entre la France et l'Afrique, plus près de chez nous. C'est le déficit céréalier qui suscite de nombreux commentaires dans les quotidiens. Revue de presse avec Vincent Tiendrebego. À la une de Sidoya, près d'1 million de personnes dans la famine pendant la période de soudure, c'est la triste réalité révélée par le ministre de l'Agriculture. Et du coup, une assistance alimentaire s'impose, assistance qui, selon le ministre Jacob Ouedraogo, va porter sur la distribution gratuite de plus de 3 000 tonnes de vivres et la vente à prix social de près de 18 000 tonnes de céréales à 5 000 francs les 50 kg. Et en cas d'urgence, une vente sur camion dans les localités concernées. C'est une situation due à un déficit céréalier désormais évalué à 477 000 tonnes, comme l'indique aujourd'hui au Faso. Résultat d'une campagne agricole pour le moins catastrophique, avec 22 provinces déficitaires contre seulement 15 excédentaires. Pour combler ce déficit, il faudra mobiliser plus de 81 milliards de francs CFA avec le soutien de partenaires. Fini le temps de la discrétion pour maître Herman Yambiogo qui a convié les journalistes à son domicile hier à Ouagadougou pour parler de justice militaire, sujet à la une du journal Le Pays. Face à des journalistes beaucoup plus intéressés à l'actualité nationale, car son livre de 400 pages sur la justice militaire, le président de l'UNDD profite pour lancer des pics au pouvoir en place, laissant entendre que de son père, Maurice Yambiogo, à Blaise Compaoré, personne n'aurait pu supporter qu'une seule portion du territoire national soit occupée. Revenant à son livre « Solution d'hier, problème d'aujourd'hui », l'inculpé du putsch de 2015 le présente comme un éclairage sur le tracé judiciaire pour une justice tronquée, exonérée de vérité. Macron et l'Afrique 1 an après. L'Obs fait ses analyses. Pendant ces 12 premiers mois, Macron a eu comme une bienveillante indifférence vis-à-vis de ces autocrates africains qui martyrisent leur peuple et manipulent les textes fondamentaux. La jeunesse et la sécurité a été sa tasse de thé, écrit aujourd'hui au Faso pour sa part. Oser inventer l'avenir, ce sont là les attentes d'Emmanuel Macron de la jeunesse africaine à qui il promettait depuis Ouagadougou des opportunités d'études et de formation dans l'Hexagone pour enfin rapatrier leur expertise. Merci d'avoir suivi le journal. Excellent après-midi à toutes et à tous en compagnie de la RTB.